Bonjour à tous et bienvenue pour cette première conférence de l'après-midi du Private Equity Exchange. Aujourd'hui, nous avons réuni 4 panélistes pour parler de la fabrication des opérations et des structures. Et je vais les laisser se présenter, à commencer par vous. Donc Olivier Vanzal, moi je suis associé au sein du cabinet Deloitte Tage, spécialisé dans toutes les opérations de fiscalité M&A. Donc on assiste nos clients sur tout ce qui est due diligence fiscale, côté vendeur-acheteur, structuring d'acquisition, refinancement, tout ce qui touche vraiment aux opérations M&A sur les aspects fiscaux. Éric Aveillant, moi je m'occupe d'un fonds français qui s'appelle Naxicap, donc on est un acteur de private equity, un fonds de taille intermédiaire, parce qu'on gère 4 milliards, et on fait des opérations en France et au Benelux de LBO majoritaire. Bonjour, je m'appelle Patrick Mousset, je suis associé en corporate private equity chez Gowling WLG à Paris. J'ai une petite vingtaine d'années de pratique en matière de private equity, conseil, sponsor et également manager sur les opérations du small au large cap. Bonjour, Charles-Henri Clapier. Je travaille chez Cartesia, je suis le responsable du fonds Senior Opportunities. On est un fonds qui gère 3,5 milliards et on investit actuellement via deux véhicules qui font un peu plus de 2 milliards. On est présent dans toute l'Europe et on se concentre sur des opérations qui vont jusqu'à une centaine de millions d'euros par opération. Très bien. Merci à tous les 4. Donc on a 4 profils assez différents mais qui se rejoignent tous dans la structuration des opérations. Et en préparant cette conférence, vous vouliez revenir tout d'abord sur le contexte qu'on a pu vivre en 2020. Charles-Henri, je vous vois sourire. Vous voulez prendre la parole? Avec plaisir. On a l'impression effectivement qu'aujourd'hui, on est sur un marché où il y a à la fois toujours autant de liquidités et en même temps une concentration des transactions sur des actifs qui sont plutôt Covid-proof, donc sur les secteurs un peu classiques, on va dire l'éducation, l'IT, le food, ce type de secteurs qui vont tirer mécaniquement la moyenne des leviers, qui vont aussi entraîner une velléité des investisseurs qui ont toujours autant de liquidités d'acheter ces dossiers dans un timing qui va devenir mécaniquement plus bref. Donc on va avoir plus de préemptifs, des durées d'exécution plus courtes, essayer d'être plus agile parce qu'il y a moins d'actifs. Ça va favoriser typiquement des financements unitranches, comme on peut typiquement en fournir. Et ça va également, de notre point de vue, entraîner une évolution de la structuration des dossiers où les banques vont se concentrer plutôt sur des sociétés de portefeuille et il va y avoir des acteurs tiers qui vont pouvoir rentrer sur le marché. C'est aussi pour nous, à notre avis, l'occasion sur des dossiers qui sont probablement moins sur des secteurs Covid-proof, de décaler les sorties, d'avoir des réflexions sur la structure du deal pour aller jusqu'à cette étape. Typiquement, très récemment, sur Macintosh, on a mis en place un financement portable. Pas parce que la société se porte mal, la société se porte très bien, mais une partie de l'upside de la société qui est le développement d'amplis et de sonorisation dans l'automobile, très haut de gamme, a été décalé du fait du Covid. Et donc, ça permet de, en même temps, revoir le financement et l'adapter à la société dans un contexte différent et de préparer la sortie sereinement pour l'année prochaine. Ce que nous avons un petit peu remarqué depuis les 12 derniers mois, c'est que nous avons aussi, mais je pense qu'Éric a pu le constater, l'arrivée d'acteurs étrangers. Et le Covid a peut-être facilité leur entrée. Plus besoin forcément de connaître le management en personne, plus besoin forcément d'être présent physiquement. On peut être loin et préempter et travailler sur les opérations avec finalement cet aspect personnel qui est devenu un peu plus tenu sur les opérations, notamment quand nous on conseille les managers. On s'est rendu compte que nous avions des players dont nous avions entendu parler
mais qui ne nous avait jamais contacté, mais qui était déjà dans la course, ce qui est arrivé à 2-3 reprises. Et je ne sais pas si Eric a pu voir ça aussi en termes de concurrence. Mais ça, sur l'aspect comportemental de non-locaux, il y a un petit changement qu'on a pu remarquer ces derniers mois. Eric, justement. Ouais, bah, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que depuis peut-être 6 mois, 1 an, on voit beaucoup plus d'acteurs anglo-saxons pour qui la France est devenue un lieu d'investissement assez attractif. D'autant que sur leur marché, les valorisations sont encore plus élevées. Donc ils sont assez attirés par la France, au sens large. Après, je pense que la sortie de Covid amplifie un phénomène qui était déjà à l'œuvre depuis 4-5 ans, qui est que les investisseurs, notamment les fonds de bonne taille, sont devenus très grosses, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tellement sensibles à acheter pas cher, ce qui est un style d'investissement type value, des actifs de qualité moyenne. Les grands gagnants des dernières années en termes de return ont été quand même les investisseurs qui sont allés sur des sociétés en forte croissance, des biotech, de la technologie, de la santé et autre chose. Et en sortie de crise, il y a assez mécaniquement en plus un phénomène qui se rajoute, c'est qu'il y a une aversion au risque qui est plus grande quand on sort de crise. Et il y a eu aussi le fait que les levées de fonds sont bizarrement sont restées assez dynamiques en 2020. Dans les crises précédentes, il y avait eu une forte interruption de la liquidité et moins de levées de fonds. C'est resté assez actif finalement en 2020, donc il y a beaucoup d'argent, comme vous le disiez. Et donc on constate depuis 3-4 mois, effectivement, on peut qu'être d'accord, une accélération de la compétition, des gens qui ont peu déployé sur la première moitié de 2020, et qui donc se concentrent sur des actifs qui sont indiscutables, qui valent d'ailleurs beaucoup plus cher, et avec des phénomènes, même avec des transactions très importantes, où des process peuvent s'interrompre avant même le deuxième tour. Voilà. Justement, donc tous ces paramètres, vous parliez augmentation des valorisations à ce niveau-là. Concrètement, qu'est-ce que ça change, vous, dans la structuration d'une opération ? Il faut, si vous voulez protéger vos retours, d'abord avoir une vision assez claire de ce que vous allez faire avec la société et du business plan, ce qui est évidemment pas évident. Et ensuite, le premier mouvement, c'est d'essayer d'aller chercher des niveaux de dette de plus en plus élevés. Et de ce point de vue-là, il y a quand même une très bonne disponibilité, on va dire bancaire, alors bancaire au sens large, puisqu'il y a des fonds de dette qui ont pris le relais. Les banques ont quand même un peu de mal à matcher des transactions qui, quelquefois, durent quelques semaines à peine. Et donc, il y a une prise il me semble, mais il faudrait le vérifier, il y a certainement encore une montée en puissance et une prise de part de marché de la part des fonds de dette. Aujourd'hui, il faut aller vite. Aujourd'hui, c'est ça. Je pense que l'impact réactivité, flexibilité des fonds de dette est clairement une composante assez critique dans la capacité à exécuter. Aujourd'hui, la dette privée en France, les derniers chiffres que j'avais vus, c'est à peu près 25% des financements. Ce qui reste très très en deçà de ce qu'on voit aux États-Unis, pour être très honnête. Donc je pense qu'il y a encore un grand chemin pour s'aligner sur les pays anglo-saxons. Moi, j'ai l'impression aussi que ce contexte, c'est l'occasion aussi de repenser pour certains acteurs leur stratégie de développement sur leur territoire et typiquement de faire des achats à bon prix d'acteurs plus petits. Et en ça, des structures de financement qui permettent de faire du buy and build de manière assez rapide, typiquement le financement unitranche dont on parlait à l'instant, donc sur des histoires de croissance, sont particulièrement adaptées. Je pense que ça, c'est quand même une tendance de fond où on peut se dire la crise, elle a certes affecté un certain nombre d'acteurs, mais elle permet à d'autres de consolider leurs marchés respectifs. C'est quelque chose qu'on fait par exemple aux côtés de la holding d'investissement BLN avec Factoria, un secteur que Eric connaît très bien pour avoir financé Coden, pour avoir acheté Coden, pardon. Oui, cédé depuis. Où là, finalement, on accompagne une stratégie de croissance externe massive via une structure où il y a à la fois de la dette unitranche et de la dette PIC, donc des intérêts uniquement capitalisés, subordonnés, pour accompagner la croissance du groupe. Puis on a l'impression qu'il y a aussi, c'était aussi l'occasion pour les managers de prendre conscience que pour ceux dont l'essentiel du patrimoine était logé dans leur société, qui pouvaient cristalliser une partie de la valeur à un instant où finalement la situation n'était pas si simple.
C'est aussi pour nous l'occasion, avec eux, de réfléchir à des structures où on va souvent mélanger plusieurs types de produits, de type dette, quasi-dette ou capital, pour leur permettre de garder le contrôle de leur société, de les diluer assez peu et en même temps de les accompagner dans une étape suivante de leur développement à l'occasion de cette opération. C'est ce qu'on a pu faire très récemment sur des centres médicaux aux côtés de médecins. Ce qui existe déjà, mais par contre existait un petit peu avant, mais qu'on a revu dernièrement, c'est que certains fonds qui bénéficient de bridge financing prennent entre guillemets le risque de faire l'acquisition en full equity. Et ensuite, puisque c'est très rapide et il faut faire de façon urgente l'opération et faire l'acquisition, et ensuite refinancer la partie en fait qui aurait dû être dévolue à la dette. Donc ça permet, alors tout le monde n'a pas le bridge financing, tout le monde n'a pas l'envie de le faire. Mais sur 2-3 opérations, c'est ce qui s'est passé, ce que nous avons pu voir. Et le financement est ensuite discuté un peu plus avec le management qui peut l'être quand le deal est fait en amont et signé et closé dans les 3 mois qui suivent. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, notamment sur la partie build-up, puisque comme on achète les sociétés de plus en plus chères, on a une nécessité encore plus grande à faire du build-up derrière et aller vite. Et puis également sur ce que vous venez de dire, par le passé, c'était une rareté. Il y avait à peine, peut-être Astorg de temps en temps, qui pouvait se permettre ça, de prendre en totalité une opération, et maintenant on le voit, c'est vrai. Avant, c'était très peu de gens, des gens avec une grande confiance. Je dirais même que dans la lignée de ça, ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est dans cette idée de bridger, on se trouve avec des demandes de bridge unitranche, donc on va fournir une unitranche qui va derrière devenir une senior puis une meds, par exemple, qui va se répartir différemment avec un pool de prêteurs seniors historiques forts qu'on va pouvoir faire rentrer, mais qui n'étaient pas capables de s'inscrire dans le calendrier. Puis je dirais qu'après, le troisième mouvement, alors plus d'un point de vue financement uniquement cette fois-ci, c'est la montée en puissance des financements avec des composantes ESG. C'est quelque chose auquel les investisseurs tiennent de plus en plus aujourd'hui. C'est des requêtes qu'on a. Nous, on est en train typiquement de lever un fonds ESG pour investir de cette manière-là et dont à la fois les modalités, donc les conditions vont évoluer avec l'évolution de critères ESG au sein de l'entreprise. D'accord, mais justement, vous étiez assez d'accord sur cette nécessité d'aller vite. Est-ce que l'ESG aujourd'hui, c'est suffisamment rapide justement? Est-ce qu'il n'y a pas des due diligence à accompagner davantage? Je pense que la base d'investissement, ça va être le crédit. Donc ça va être de vous dire, est-ce que finalement le dossier dans lequel je vais investir est un dossier qui marche avec les critères ESG du fonds? Derrière, vous allez pouvoir avoir une feuille de route pour l'améliorer, mais il faudra qu'il réponde à un certain nombre de critères initialement. Je ne pense pas qu'en termes d'exécution, derrière, vu que c'est une structure de type fonds de dette, vous avez une seule partie qui décide. Si vous avez mis en place un système de décision qui est homogène avec ce que vous savez faire par ailleurs, que vous êtes confortable sur le côté ESG du crédit, ça change grand-chose. Justement, avant l'entrée, l'ESG, c'est essentiellement est-ce que c'est un secteur qui pose un problème au titre de l'ESG ou pas. Ensuite, il y a maintenant avec l'ESG effectivement des audits et la nécessité de faire évoluer ou progresser les sociétés, mais ça se fait dans la durée, ce n'est pas forcément un problème à l'entrée. Après, ça va dépendre demain des choix que feront les fonds. Est-ce qu'ils seront article 6 ou article 8, qui est la nouvelle réglementation qui vient? C'est clair qu'article 8, ils auront beaucoup plus de contraintes que par le passé. Mais avant d'aborder justement de ces différentes structures, vous vouliez revenir sur le rôle du management. Je vous vois sourire, Charles-Henri, sur les opérations. Je vous laisse prendre la parole. Pour nous, le management, je pense que le management de manière générale est plus fort dans des structures LBO. Enfin, l'une des géographies où il est le plus fort, ça reste la France. Nous, lorsqu'on s'inscrit dans un investissement, c'est systématiquement aux côtés d'équipes de management dans lesquelles on est parfaitement convaincu et aux côtés desquelles on a envie de déployer de l'argent pour leur permettre de construire et d'accompagner leur développement. Que ce soit dans des situations avec un investisseur, parce qu'on garde un ADN de fonds de dette, ou comme je le citais tout à l'heure, par exemple C1, qui est un opérateur télécom B2B,
où là, finalement, après un processus classique, avec des investisseurs, nous avons fini par nous inscrire uniquement aux côtés du management, à la fois comme prêteur et co-investisseur minoritaire, pour permettre le développement du groupe. Donc, pour nous, aujourd'hui, les managers en France occupent à la fois peut-être plus de place que dans d'autres géographies dans la structuration des deals LBO, dans la manière dont ils peuvent influencer sa structuration. Et puis, c'est aussi, il y a une montée en puissance de notre point de vue des transactions qu'on qualifie sponsorless, donc uniquement aux côtés d'équipes de management avec un investisseur de type plus prêteur ou minoritaire. Et avant de revenir sur le sponsorless, qui est un sujet, et puis je pense qu'il va falloir qu'on parle un petit peu de fiscalité, parce que justement, quand on parle d'acteurs nouveaux, par exemple, qui sont arrivés ces 6 derniers mois, je pense qu'il est important que ces acteurs soient bien accompagnés par les bonnes banques d'affaires, si possible françaises, les bons cabinets français également, puisqu'ils ont une culture, comme on dit, du management qui est totalement différente de la nôtre, et qui ont tendance à minimiser le poids ou l'importance du management et à ne pas comprendre aussi les enjeux fiscaux des structurations que eux parfois mettent en place dans leur propre pays. Et notre fiscalité, comme dans chacun des pays, est différente. Mais la fiscalité manager est importante à contrôler, puisqu'elle peut avoir un impact aussi sur le prix de cession ou sur les garanties à donner en sortie si elle n'est pas bien faite. Et c'est important, en tout cas, il est vrai que les anglo-saxons, notamment les Anglais un peu moins, mais les Américains et Canadiens ne sont pas trop habitués au pouvoir que peut être donné, entre guillemets, au management. Et mauvais accompagnement risque de faire mauvais deal. Et ça, c'est un danger pour à la fois le management et puis l'acquéreur et de façon générale. Olivier, je vous vois opiner du chef sur l'importance des conseils et de la fiscalité. Oui, alors la fiscalité, c'est un élément important dans la structuration. Ce n'est pas l'élément central. L'élément central, ça reste quand même le projet économique. Et la structure, on l'adapte surtout en fonction du profil à la fois de la cible, de l'investisseur, de la dette qu'on va mettre en place, de l'histoire qu'on a derrière. Est-ce qu'on investit en majoritaire, en minoritaire? Est-ce qu'on fait rentrer le management? À quel niveau on le fait? Enfin, à quel pourcentage on le fait rentrer? Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui rentrent en ligne de compte dans la définition d'une bonne structure d'acquisition. Le fiscal, évidemment, est quand même assez central, puisque si on se loupe sur la mise en place de la structure, ça peut générer des coûts très significatifs et remettre potentiellement en cause, pas forcément l'intérêt du deal, mais en tout cas réduire un peu le retour sur investissement ou nécessiter des garanties à la sortie qui peuvent être assez pénibles à donner. Donc on essaye de mettre en place des structures qui tiennent la route, qui soient solides fiscalement, mais en tenant compte évidemment de tous les autres éléments économiques du deal. Je crois que votre voisin est tout à fait d'accord sur ce point-là. Justement, vous disiez adapter la structure à l'opération. Alors là, je pense que c'est le moment de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et à quel moment on choisit tel ou tel outil? Je pense que honnêtement, la fiscalité, pour nous, c'est une modalité. C'est-à-dire que je suis d'accord avec ce que vous expliquiez. D'abord, il y a un projet économique. Puis ensuite, en général, quand même, en private equity, les fonds sont bien accompagnés et assez expérimentés et lucides sur les contraintes fiscales. Et ils se font accompagner par des cabinets d'avocats. Je ne pense pas, après, je ne connais pas tout, bien sûr, mais pour nous, prendre des risques fiscaux, ce n'est pas une option, parce que à peu près systématiquement, lorsqu'on a des montages agressifs, on se fait redresser. Et le fisc français est quand même assez efficace, il regarde beaucoup, donc vous avez une assez grande certitude que vous serez contrôlé. Et donc nous, on ne prend pas de risque là-dessus. Et au-delà de ça, on est un acteur français, donc on n'a aucune espèce d'envie d'avoir des sujets fiscaux lourds. Surtout que la matière est assez connue, elle est assez claire, donc voilà. Et une petite normalisation des outils avec la fiscalité qui est attachée. On a eu un retour des actions gratuites, on fait actions ordinaires, actions de préférence, on a des actions gratuites ordinaires. On peut passer à des actions gratuites de préférence avec certaines personnes qui pensent que ou pas certains risques. Les BSA ont été un peu oubliés. Les BSPCE sont utilisables sous certaines réserves. Et ensuite, les ratchets inversés, etc., ça se fait plus. On sait très bien aujourd'hui, c'est assez normé, même s'il y a quand même de la créativité.
et de la cogitation, mais il y a des risques que l'on ne veut pas faire encourir ni pour nos clients côté majeur, ni pour nos clients côté fonds, et prendre un risque pour gagner peu, c'est risque de perdre beaucoup. Ouais, et puis j'ajouterais que quand on vend, en fait, il y a quand même maintenant des équipes d'audit assez bonnes, donc c'est quand même compliqué pour un fonds de vivre avec des garanties actifs-passifs dans son passif, parce qu'on a été assez peu risque adverse en matière de fiscalité. Donc je ne pense pas que de façon générale, en tout cas pour les acteurs français, il y a une grande envie de prendre beaucoup de risques fiscaux. On fait les choses dans l'ordre. Le fisc a resserré, que vous le disiez assez nettement, le champ des possibles, et c'est assez clair ce qu'on peut plus faire. Quand on part sur des BSA, des stock options, on sait qu'on a des risques très élevés, donc on ne les prend plus, quoi. C'est ce qui est vrai pour la fiscalité des managers, mais aussi pour la fiscalité de la structure du deal d'une manière générale. Alors ce que vous dites sur les fonds français, c'est vrai, mais nos clients qui sont, fonds étrangers également, sont assez risques adverses. On a des structures dans lesquelles on sait qu'on va sortir à moyen terme, on n'a pas envie de prendre un risque. Le risque est double en fait. Le risque c'est de se faire redresser, mais c'est aussi, comme vous le dites, quand on fait la due deal à l'achat, si on identifie des risques importants, même s'ils seront peut-être jamais redressés, notre client va demander des garanties. Donc on n'a pas envie de sortir en étant contraint de donner des garanties uniquement parce qu'on a pris un risque fiscal trop important. Donc ce qui est important en matière fiscale dans la structure, c'est de évidemment éviter des frottements fiscaux trop significatifs qui créeraient des coûts indus pour le coup, puisqu'on n'a pas envie évidemment de payer plus que ce qu'on doit payer. Par contre, et optimiser un peu quand c'est possible, mais on n'a pas envie d'aller dans des structures agressives qui vont faire peser des risques sur les structures et qui vont nous embêter à la sortie. Donc on a plutôt tendance à être prudent, à mettre en place des structures solides, sans chercher à tout prix une rentabilité fiscale exceptionnelle qui nous mettrait en risque. Tout à l'heure, vous évoquiez sponsor, sponsorless. Comment on adapte justement une structure en fonction de la présence ou non d'un investisseur au capital ? Charles-Henri ? Alors je pense que c'est du cas par cas. Je pense qu'on distinguait tout à l'heure les actifs vanille sur lesquels les investisseurs aujourd'hui sont prêts à mettre des multiples très élevés pour jouer la sécurité. Et puis, il y a des actifs qui sont globalement peut-être un peu plus compliqués si on sort de ce groupement-là. Où là, pour nous, c'est plus du sur-mesure. Donc, on va en sponsor, c'est assez normé, je pense, l'environnement. Donc, vous avez soit un choix de dette bancaire, dette unitranche, avec la capacité à mettre de la dette subordonnée et potentiellement, lorsque ça peut être intéressant pour l'investisseur, la mise à disposition d'outils de type quasi-equity par un prêteur comme nous. Maintenant, quand on parle d'une situation sponsorless, là, l'idée est vraiment de construire un habit qui colle parfaitement au projet des managers pour accompagner leur croissance avec la plupart du temps un niveau de levier raisonnable. Le but, c'est évidemment pas de se mettre sous pression dès le départ pour les accompagner dans la continuité de leur projet. Donc, c'est de rester raisonnable et extrêmement cadré dans ce qu'on va mettre comme type de levier et derrière ajouter des outils de type subordonné qui seront du quasi-capital et du capital, qui auront un effet dilutif bien moindre que si vous faites rentrer un investisseur à leur côté, avec comme pendant qu'évidemment ce n'est pas le même type d'accompagnement que vous avez non plus, c'est évident, pour financer leur développement en minimisant leur dilution. Et si on prend un exemple très concret nous concernant, on a fait ça par exemple avec l'opérateur C1, qui est un opérateur B2B télécom, où on a mis en place un financement unitranche et derrière du quasi-capital et du capital pour que les managers soient très largement majoritaires et puissent continuer à faire leur stratégie de développement organique, mais aussi du buy and build, qui est un élément clé de leur développement en France en ce moment.
D'accord. Et justement, c'est cette hausse des valorisations, on en parlait tout à l'heure Mhm. avec l'explosion notamment de l'Argos Index historique. Qu'est-ce que ça change concrètement sur les structures? Est-ce que finalement, c'est juste, on ajuste à la marge ou est-ce que vraiment ça modifie la donne? Aujourd'hui, c'est pareil, si on regarde les niveaux de levier, si on regarde à l'échelle européenne, on commence à tangenter les 6 fois en levier total. Les leviers seniors sont aux alentours de 5. Alors après, je pense que ça dépend vraiment du segment de marché sur lequel vous vous situez. C'est évident que ça, c'est tiré terriblement par le haut par le large cap. Sur les deals small mid, on reste sur des niveaux de levier plus raisonnables. Mais clairement, il y a une hausse des leviers pour accompagner une hausse des multiples. Et je pense qu'à la fin, la règle, chacun en fait ce qu'il veut, mais c'est d'être extrêmement discipliné dans son approche du crédit et de la manière dont vous structurez le dossier pour que ce soit, pour être serein sur ce qu'on met en place. Mais pour moi, c'est discipline, discipline, discipline. Et le Covid est un bon test pour chacun sur ce qui se passe dans son portefeuille. Justement, vous parliez du levier de 6 fois, que la Banque Centrale Européenne et même son homologue outre-Atlantique ont un peu tiré la sonnette d'alarme puisqu'ils recommandent depuis déjà des années de ne pas dépasser ce multiple. Est-ce que ça a vocation à continuer ou vous pensez qu'il y aura un retour à la raison, disons? Je pense que sur le large cap, le nombre d'exemples où on dépasse ces niveaux-là se compte plus sur les doigts d'une main, hein. Ça, c'est une évidence, mais ça reste sur des dossiers qui sont Covid-proof. Une fois de plus, c'est aussi des dossiers où il y a plus de liquidité sur le marché. Vous allez pouvoir répartir ça entre un plus grand nombre d'acteurs. Quand maintenant vous êtes sur des dossiers qui sont plus petits, plus concentrés, je pense que la tendance, à quelques exceptions près, va être à contenir, ou en tout cas être plus discipliné dans la manière dont on structure le deal. En tout cas sur de la dette classique. De toute façon, on a vu l'apparition de méga funds, ça se multiplie aussi, donc il y a de plus en plus d'argent sur le marché. Il y a un certain temps, moi, quand j'ai commencé ma carrière il y a une quinzaine d'années, on parlait des IPO, du L-Track, on en voit très peu. En France, ce n'est pas un pays d'IPO, mais il y a des méga funds, il y a des fonds étrangers qui arrivent, il y a des Asiatiques qui se présentent, donc peut-être que ça pousse à la dette et aux multiples également. Justement, l'arrivée des étrangers en matière de fiscalité, est-ce que vous pouvez intervenir? L'arrivée des étrangers, quand on a un fonds étranger qui investit par rapport à un fonds français, évidemment les structures sont un peu différentes, mais sur l'aspect, parce qu'il y a un aspect international qui entre en ligne de compte et la structure, comment on va le faire rentrer dans la cible française via sa structure étrangère. Après, les règles fiscales françaises, en tout cas sur, par exemple, la dette qu'on va mettre en place, restent les mêmes. Donc, quand on parle de dette avec des multiples à 6 fois, il faut savoir qu'il y a 2 ans, en 2019, les règles sur la déductibilité des charges financières ont été énormément modifiées. Maintenant, on a des plafonds à 30% de l'EBITDA, on a des plafonds qui sont totalement différents de ce qu'on pouvait avoir avant et qui sont d'une certaine façon plus strictes. En tout cas, on peut un peu moins être créatif sur les nouvelles règles. Et on se rend compte qu'on a globalement, je dis globalement parce qu'on a toujours des exceptions, mais globalement, un peu moins de marge pour déduire les intérêts qu'avant, ou en tout cas, on a une proportion plus importante d'intérêts non déductibles sur la base des nouvelles règles que ce qu'on pouvait avoir auparavant. Et forcément, le fait de mettre de plus en plus de dettes dans les deals fait qu'on a de plus en plus d'intérêts non déductibles et donc de fait un certain renchérissement du coût de la dette puisqu'on ne bénéficie plus de l'effet de levier fiscal sur les intérêts. Donc, après, mais entre fonds étrangers ou fonds français, la structure franco-française est, on va dire, la même, c'est plus au-dessus, ce qui se passe au-dessus qui va différer. On parlait fiscalité, il n'y a pas eu uniquement cette règle des 30%, il y a aussi ATAD 2 maintenant, Ouais. avec les règles anti-hybrides. ATAD 2, donc c'est effectivement des règles dites anti-hybrides qui sont assez nouvelles puisqu'elles datent de janvier 2021. Enfin, elles ont été introduites en janvier 2021 en France. Pour les fiscalistes, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà avant puisque les travaux sur ces règles-là ont commencé il y a quelques années. Mais elles sont en place depuis janvier 2021. Donc on a un texte de loi, on n'a pas de commentaire administratif. L'administration n'a toujours pas, plus d'1 an après, commenté cette loi. Donc on ne sait pas exactement comment ils comptent interpréter côté administration ces nouveaux textes. Donc il y a encore
certaines incertitudes, certaines zones d'ombre en fait sur le texte, qui n'est pas, comme souvent, pas rédigé d'une manière absolument limpide. Mais en gros, pour faire très simple, les nouvelles règles visent à éviter, et elles s'appliquent uniquement à la dette de partilier, hein, donc à de la dette d'une entité prêteuse qui contrôle, donc généralement la dette d'actionnaire. Ces règles visent à éviter que des charges d'intérêt qui sont déduites en France puissent être déduites fiscalement si elles ne sont pas, si le produit correspondant n'est pas inclus dans le résultat de l'entité prêteuse ou d'une autre entité du groupe au-dessus. Donc ça peut être le cas si vous avez par exemple un prêt qui est traité comme une vraie dette en France, donc on a tendance à déduire les intérêts, mais qui est traité comme un prêt participatif à l'étranger avec des dividendes, un traitement dividende exonéré à l'étranger, ou si l'entité prêteuse est une entité qui est considérée comme transparente dans son pays de résidence, mais qui est considérée comme opaque. Alors ça devient peut-être un peu trop technique, mais opaque dans le pays de son actionnaire, donc les intérêts sont taxés nulle part. Il y a plein de situations qui peuvent entrer en ligne de compte. Et pour déterminer si on rentre dans les cases et qu'on peut être soumis potentiellement à une limitation dans le cadre d'ATAD 2, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut comprendre et analyser l'ensemble de la structure du fonds prêteur. Donc si vous êtes sous LBO, ça s'applique au LBO en cours, ça s'applique au LBO futur. Il faut revoir aussi donc, la situation dans les LBO en cours. Si vous voulez savoir si vous entrez dans le champ d'ATAD 2 et que vous êtes susceptible d'avoir une limitation de la déductibilité des intérêts sur les prêts d'actionnaires, vous devez revoir l'ensemble de la structure, non seulement en France, mais toute la structure au-dessus, à l'étranger, des fonds qui ont amené le cash en prêts d'actionnaires pour déterminer si vous avez un sujet ou pas. Donc ça implique quand même une certaine charge administrative, on va dire, sur les sociétés et leurs conseils, beaucoup plus lourde que ce qu'on avait avant. La limitation à 30% de l'EBITDA, déjà, les règles sont plus complexes que ce qu'on avait avant et nécessitent beaucoup plus de travaux, de charges administratives, impliquent plus de charges administratives pour les sociétés. ATAD 2 va dans le même sens. Donc on a quand même assez fortement poussé sur les sociétés une certaine charge de travail qui était moins lourde avant. Et vous, Patrick, Charles-Henri, comment vous appliquez, comment vous intégrez en tout cas ces nouvelles règles? Alors moi je les intègre pas vraiment puisque c'est les fiscalistes qui le font pour nous, donc j'avoue que j'apprends tous les jours. Mais c'était pour revenir à ce qu'on disait des fonds de dette. Il y a un petit sujet qui nous est arrivé nous sur AD Éducation où on avait un fonds de dette qui nous avait refinancé l'année dernière. Aujourd'hui on est sorti, on rentre avec Ardian, mais il y a des problématiques juridiques puisque les fonds de dette ne sont pas considérés comme des institutions financières et on peut avoir des sujets sur les sûretés qu'on a découvert, enfin même les avocats en question dans des juridictions étrangères. Donc on s'est rendu compte que parfois, dépendamment de la structuration du fonds de dette en tant que tel, dans certaines localités ou juridictions, il était compliqué où il fallait passer par un système un peu complexe pour pouvoir leur donner en sûreté notamment les titres des filiales ainsi acquises. Et donc c'est quelque chose qu'on a découvert et sur lesquels on est un peu revenu puisque ça a été un peu long et un peu cher de ce côté-là, mais c'est quelque chose que tout le monde a un petit peu découvre au fur et à mesure, puisque l'arrivée des fonds de dette, notamment sur les croissances externes, puisqu'ils sont plus rapides que les banques, ou quand les banques ont atteint leur plafond, elles ne sont pas en mesure de pouvoir vous accompagner. Il y a un petit impact qui peut être un peu désagréable, mais on trouvera des solutions. On a fini par trouver des solutions, ça a pris un peu de temps, mais... Moi, je rebondis sur ce que vous dites. Je pense que ça pose aussi la question de avec qui vous avez envie de financer, quel est le profil en fait. Est-ce que c'est un fonds, à quel type d'ADN? Si vous prenez un ADN de fonds étrangers, vous acceptez à la fois d'avoir un centre de décision qui est délocalisé, avec des gens que vous n'identifiez pas forcément, et donc à une forme d'aléa par rapport à ça. Vous vous exposez potentiellement à des types de structuration qui peuvent avoir des impacts, comme celles que vous pouviez citer. Et puis, il y a évidemment une question de proximité entre le fonds et la société qui le finance, qui n'est pas du tout la même. Si c'est des équipes qui sont des équipes locales, typiquement, nous, on approche localement chacun de nos pays avec des équipes qui sont basées et qui sont des individus de chaque pays. Parce que on suit la vie du dossier. Donc ça, je pense que c'est aussi assez critique dans la manière dont vous structurez le deal, parce que vous comprenez probablement mieux culturellement les spécificités et les contraintes du pays. Vous êtes plus en mesure d'accompagner les équipes de management et les fonds dans le pays en question.
tout en, lorsque vous avez des approches locales dans plusieurs pays, tout en étant capable de partager des best practices que vous avez localement entre ces différents pays lorsque la société se développe dans d'autres régions. Et donc d'avoir des structures qui permettent de les accompagner. Je voulais juste revenir sur les leviers qu'on a évoqués tout à l'heure, alors sans aller jusqu'à ces fameux 6 fois. Eric, vous, en préparant cette conférence, vous parlez justement d'adapter, effectivement, là-dessus vous êtes tous d'accord, la structure à l'opération. Mais alors selon les différents profils de société, Covid-proof ou non, mais il y en a certaines qui ne sont pas dans la catégorie, disons, Covid-proof, mais qui maintiennent des niveaux de valorisation élevés. À quel moment on peut mettre de la dette? Vous aviez plusieurs exemples que vous aviez cités. Oui, enfin, c'est surtout que ça dépend du projet qu'on a. D'abord, il y a ces fameux secteurs, alors on appelle ça aujourd'hui Covid-proof, mais avant ça, c'était quand même santé, éducation, tech, qui plaisent bien aux banques et aux fonds de dette, et sur lesquels il y a un niveau d'ouverture intellectuelle sur le fait qu'on peut avoir 6, 7 fois les EBITDA et que ça pose zéro problème, qui est assez grand. Notamment dans le monde des EHPAD, des maisons de retraite, on a un dossier, on a obtenu un financement bancaire avec des covenants à 8 fois les EBITDA. Je ne savais pas avant ce dossier que ça existait, mais ça existe. Et puis à l'inverse, il y a aussi des secteurs qui sont moins valorisés, parfois à juste titre, parfois c'est excessif, sur lesquels vous avez du mal à lever plus de 3 fois l'EBITDA en dette. Et puis après, il y a des situations où, en tout cas nous, ça nous est arrivé, pas souvent bien sûr, où c'était une bonne décision que d'acheter la société sans dette, puisqu'on avait un profil de croissance où la nécessité, notamment ça c'était dans des softwares, d'investir massivement dans de la R&D, et que c'était pas compatible avec le fait d'avoir une dette. On avait une dette et on arrêtait d'investir, soit on investissait. Et donc, j'ai un cas en tête qui était une société qui s'appelait Software, dans lequel on a fonctionné sans dette pendant quelques années, puisqu'on investissait tout notre cash dans de la R&D, et ce qui a été porteur, parce que on a fait un très bon retour là-dessus. Donc, moi, je ne suis pas très systématique là-dessus. Vous êtes d'abord confronté au marché de la dette qui aime ou qui n'aime pas. Et puis ensuite, il y a des situations, en fonction de ce que vous voulez faire, qui justifient du niveau de levier. Et au-delà du niveau de levier, du type d'acteur avec lequel vous avez envie de travailler. Il est clair que quand vous faites une opération en ce moment très chère et que vous voulez faire un build-up agressif derrière, c'est assez compliqué de venir 2 mois après le deal devant un pool bancaire en leur redemandant 100 millions de dettes additionnelles ou même moins. Ça va être long, alors qu'avec les fonds de dette, quand vous avez bien choisi avec des équipes qui vont vite, il nous est arrivé encore récemment, 1 mois et demi après une opération, de relever 80 millions de dettes et d'avoir un accord dans la semaine du fonds de dette. Voilà. Et ça fait, ce que je vous avais dit, ça fait une énorme différence. Voilà. Même s'ils sont beaucoup plus chers. Alors l'exemple du software est intéressant parce que moi j'ai été sur une opération l'été dernier où c'est du service à l'énergie avec un fonds d'infrastructure, avec un travail très en amont avec les managers qui venaient d'un grand acteur de l'énergie et qui avaient une idée de structuration de plateforme, mais ce n'était pas finançable autrement que par de l'equity et à chaque acquisition, mini build-up, le fonds a décidé, et on a négocié jusqu'à une certaine taille, que ça soit 100% par le fonds, et ensuite d'ouvrir le capital, entre guillemets, ou en tout cas sortir du capital le fonds et de faire rentrer de la dette à ce moment-là, parce que ce n'était pas assez mature. Mais l'idée était bonne, et c'est un grand fonds là, qui était intéressé parce que l'idée était très très bonne, mais ça a été légèrement différent de ce qu'ils étaient habitués à faire, puisqu'en général, effectivement, c'est equity plus dette, mais là, il y avait un faible investissement. C'est le demi-milliard qui est espéré dans quelques temps, mais ils sont sortis de leur boîte, en fait. De la boîte, forcément, on prend du secondaire, du tertiaire. Là, on a trouvé une bonne idée. Et dans ce type, c'est pas du venture, mais ça ressemble vraiment à une construction peut-être comme dans le software, construction d'une structure qui ne nécessite pas de dette, ou en tout cas des risques limités en cash pour le fonds. Et dans lequel, par contre, le management remet à chaque fois, à chaque build-up, et montre sa motivation et la prise de risque. Alors nous, ils ne remettaient pas, hein. Ils n'étaient pas capables de remettre. Mais... Un petit mix. Voilà. On trouve des solutions, mais...
Oui, allez-y. Non. Charles-Henri, vous, la rapidité, pareil, vous étiez d'accord tout à l'heure avec Eric là-dessus. Concrètement, vous, votre implication dans ces dossiers-là? Notre application, c'est dans un contexte comme aujourd'hui, il faut se placer le plus en amont possible des transactions. Donc ça passe soit par des sponsors dont on est très proche, qui nous contactent très en amont pour avoir une approche typiquement, on disait, préemptive. Donc acheter avant les autres, remettre une offre ferme avant les autres, pas toujours l'equity, c'est pour ça qu'ils nous contactent. Ou alors avoir une approche très proactive en amont aussi, auprès d'équipes de management qu'on va aller voir, dont on est convaincu de l'histoire et qui sont réellement en train de peser le pour et le contre de comment passer à l'étape suivante de leur développement et qu'on va accompagner très tôt, que ce soit dans des problématiques de cristallisation d'une partie de leur capital à un instant donné ou plus simplement de mettre en place des moyens de financement de la croissance du groupe. Quitte à ce que derrière, effectivement, quand ils ont atteint une taille plus importante, ils fassent rentrer un sponsor pour passer encore une marche. Effectivement, l'anticipation, vous étiez à peu près tous d'accord aussi là-dessus. Est-ce que, dans quelle mesure la structuration permet-elle de remporter une enchère au-delà du préemptif, bien sûr? Est-ce que c'est vraiment le nœud de... Et si vous n'êtes pas prêt à écrire une lettre d'offre binding, il y a plein de cas où vous ne ferez pas le deal. Donc il faut quand même en amont avoir eu... sans parler de fiscalité ou de structuration, mais si vous n'avez pas eu, soit vous êtes capable de financer tout en equity, soit vous avez eu une discussion assez aboutie avec un prêteur, quoi. Sinon, tant pis, quoi. Voilà. En termes de concurrence, de toute façon, c'est effectivement binding et c'est full finance. Donc il n'y a plus, c'est plus autrement que clause de fonds certains et parfois même certains signent la dette en même temps que les SPA. Donc en termes de concurrence, il n'y a plus trop de choix. C'est sûr que si vous vous pointez en disant aux gars que vous êtes très très motivé, mais que vous allez trouver une dette un peu plus tard, ça ne marche pas bien, quoi. Vous demandez 4 semaines d'audit et 2 semaines de présentation, ça c'est pas le moment. Et là, le type vous dit, mais c'est vraiment très très long, quoi, voilà. Alors qu'avant c'était normal. Voilà. Et c'est vrai que quand on a recours à de la dette externe et notamment dette bancaire, on nous demande, les banques exigent d'avoir un mémo de structure qui présente la structure d'acquisition avec tous ces impacts fiscaux parce qu'elles veulent être aussi rassurées sur le fait que la structure fonctionne. Donc oui, il faut que la structure soit déjà bien écrite, bien déterminée, même si après on peut toujours avoir des ajustements entre le signing et le closing, mais il faut que la structure soit quand même bien déterminée au moment où on fait l'offre ferme. Et en deal crafting, je ne sais pas si Eric sera d'accord avec moi, mais on a de plus en plus, c'était le cas avant, sur les gros deals, mais maintenant on fait de plus en plus de VDD pour éviter d'avoir cette perte de temps. En tout cas, quand on fait la VDD en tant que vendeur, on est en charge et on peut tout organiser et faire la data room et arriver avec un document. Et ensuite, les personnes ont... il y aura VDD stratégique, VDD fiscal, économique et juridique. Mais c'est ce qui se fait de plus en plus si on veut accélérer le process. On préfère perdre, entre guillemets, 2-3 semaines, j'exagère un peu, ou 2 mois, mais au moins on ne le perd pas dans le deal. Et personne ne peut nous dire, attendez, j'ai pas tout eu, etc. On a tout préparé en amont. Et donc, en termes de rapidité d'opération, en tant que vendeur, c'est moins rapide parce qu'on le fait avant, mais au moment où on met en vente, ça dure 2-3 semaines, parfois moins. Des fois moins, hein. Des fois, il y a des trucs. Souvent moins. Il y a des trucs qui se font en un week-end. Aujourd'hui, il y a des ventes de sociétés à 1 milliard qui se font plus vite qu'un appartement. Hein. Ouais. Mais il n'y a pas de notaire, c'est pour ça. Je sais pas, c'est plus long. Non, mais je pense que la réalité, c'est qu'en parallèle de ces VDD dont on se parle, le sponsor ou l'investisseur, de manière générale, aura fait son travail en chambre. Et donc, les VDD viendront confirmer certains éléments, permettront de creuser et d'enchaîner très vite. Et puis, après, il y a le critère de savoir si c'est un dossier qui est déjà un dossier secondaire, tertiaire, quaternaire dans le secteur que tout le monde connaît, sur lequel il y a une source d'information extrêmement développée,
et où là, je pense que le fait de se dire ils seront là en un week-end, c'est une quasi-évidence si c'est un actif attractif et que le sous-jacent rassure tout le monde, qu'on arrive à construire une equity story qui fonctionne. Si c'est un dossier primaire, effectivement, la question se pose plus, et là, ça va beaucoup se jouer à la capacité à avoir pu, en amont, interagir avec les équipes de management, avoir certains accès d'informations dans l'entreprise et une connaissance sectorielle que peuvent avoir certains fonds développés avec le temps, qui va permettre de prendre une vue peut-être un peu plus macro, basée sur un certain nombre d'indices pour trianguler le fait que c'est effectivement un bon investissement que vous pouvez réaliser dans un temps record. D'accord, donc anticiper, venir avec la structure quasiment prête, ou en tout cas le financement est là. Est-ce que, dans quelle mesure, au moment de créer justement de monter la structure, parce qu'on pense à l'entrée, à la vie de l'opération et la sortie? Est-ce qu'on pense à la sortie? On pense à la sortie quand on se pose la question de ce qu'est l'actif, de ce qu'est la société. Et la sortie, ça se gère à l'entrée en essayant de se projeter sur ce que peut être cette entreprise dans 5 ans et dans 10 ans surtout, puisque quand on la revend dans 5 ans, il faut en laisser sur la table. Donc il faut que l'acheteur ait lui-même la perception qu'il y a encore des choses à faire et un avenir. Il y a l'aspect économique, Donc, l'aspect juridique. Parce que voilà. l'aspect économique, vous disiez, il faut prévoir si on a besoin de construction et d'argent tout au long du deal. Donc prévoir des lignes de crédit ou savoir on est comme vous avez fait, vous prenez de l'argent en plus. Il y a des groupes dont on sait c'est de la construction interne. Donc il y a 2 choses. Il y a le juridique en sortie, mais il y a aussi le juridique en entrée, dilution, dette additionnelle pour faire vivre le groupe. Et à la sortie, comme vous dites, il y a des choses qu'on avait prévues à une époque et quand la fiscalité change et quand les aspects juridiques changent. Ouais, on essaye de prévoir à l'entrée ce que pourra être la sortie, à quel niveau on va vendre, par exemple, en tenant compte de la situation des managers notamment, ou la manière dont ils investissent, mais effectivement aussi les règles juridiques ou fiscales changent entre-temps. Ça peut nous amener à revoir les conditions de sortie. Et ça nous est arrivé. Je pense que de toutes les manières, un bon investissement n'est pas un bon investissement à l'entrée. Un bon investissement, c'est une fois que vous avez récupéré, que vous êtes sorti de l'investissement. Donc, on ne peut pas faire l'économie lorsqu'on décide de rentrer dans un investissement, d'avoir une vue claire. C'est rare, c'est jamais même ce qui se passe exactement de ce que va être l'exit. Parce qu'il faut que vous puissiez sécuriser ce que sera votre sortie au moment où ça se présentera. Et effectivement, je suis totalement d'accord avec Eric, c'est que à la fois, il faut pouvoir avoir une histoire à raconter pour le suivant, parce que sinon, vous n'avez juste pas d'acheteur. Et puis, il faut aussi avoir un degré de confort fort sur quel sera le management, quelle sera cette équipe qui va pouvoir construire la suite. Donc c'est quelque chose qui se prépare en amont avec le management et avec la stratégie, l'environnement dans lequel se situe la boîte. Il nous reste quelques minutes encore. Est-ce que vous avez un message à faire passer ou des recommandations ou à l'inverse des écueils à absolument éviter? Alors si j'ai bien compris, pas de fiscalité trop agressive. Ouais. Oui, on évite, surtout dans les... Enfin, c'est pas chez les acteurs des LBO qu'on voit les pratiques fiscales les plus agressives, c'est plutôt dans les groupes internationaux où là, on sait qu'on ne va pas sortir à 5 ans et on peut prendre des positions potentiellement agressives, mais dans les LBO, on a plutôt tendance à être prudent. Alors évidemment, on ne se prive pas, si on peut économiser un peu d'argent, on ne se prive pas de le faire, mais toujours dans des conditions assez prudentes et assez... en respectant en se mettant dans les clous des législations. Donc on entend parfois dire que les fonds de LBO sont agressifs, etc. C'est pas vraiment ce qu'on voit sur le terrain. On est plutôt on va dire des bons élèves de la fiscalité. Et au-delà de la fiscalité, un conseil, une recommandation? Une recommandation. En ce qui me concerne, je ne me sens pas autorisé à faire des recommandations. Je n'ai pas autorité pour ça. Non, c'est pas une recommandation, mais c'est plutôt une opinion. C'est que le private equity, le LBO, c'est un triptyque et sans ordre de préférence, c'est un fonds, c'est un management et c'est de la dette. Il faut que les gens s'entendent, travaillent ensemble. On veut bien travailler ensemble. On ne parle pas d'optimisation, mais on parle de réalisation de projets. Chacun a son intérêt financier.
est aussi stratégique et intérêt pour la structure. Donc il faut travailler ensemble et apprendre ensemble aussi quand les écueils sont rencontrés. Très bien. Je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a à la fois une bonne alchimie et rester très discipliné en fait. Bon, bah, ça sera le mot de la fin alors. Travailler ensemble et discipline. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci. Merci. Merci.